Harry Potter, tu dois t'en aller. De nombreuses créatures te connaissent ici. La forêt n'est pas sûre ces temps-ci. Surtout pour toi. Salut, c'est Sai, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Étranges créatures consacré cette fois-ci aux centaures dans l'univers de Harry Potter. Si la dernière fois nous sommes partis faire une balade en Terre du Milieu en compagnie des Ents, cette fois-ci j'ai eu envie de me replonger dans le monde de la magie. Encore une fois, les possibilités étaient nombreuses, alors pour faire mon choix parmi la multitude de créatures intéressantes proposées par cet univers, je suis simplement allé jeter un œil à vos commentaires. Et pour tout vous dire, je ne m'étais même pas rendu compte que vous aviez été si nombreux à me demander de parler des centaures. Bien qu'ils soient présents dans 4 des 7 livres Harry Potter, on ne les a pourtant vus que très brièvement dans les films Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et l'ordre du Phénix. Mais il y a tout de même beaucoup de choses à dire les concernant, que ce soit au niveau de leur conception pour le cinéma ou au niveau de leur place dans le monde de la magie. Alors on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour un nouvel épisode d'Étranges créatures consacré aux centaures dans Harry Potter. Allez, dépêchons, approchez-vous et on arrête de bavarder. J'ai une bonne surprise pour vous aujourd'hui. Vous serez contents. Suivez-moi. Si dans la plupart des mythologies antiques, les centaures sont simplement représentés par un torse d'humain, collé sur un corps de cheval, eh bien ce n'est pas aussi simple dans l'univers de Harry Potter. Contrairement à ce que peuvent affirmer certains sorciers, comme Dolores Ombrage, les centaures ne sont pas des hybrides. Et les concepteurs ne voulaient pas créer des chevaux humanisés, mais plutôt des humains animalisés. Et cette vision des choses est selon moi en parfaite adéquation avec le caractère, le comportement, ou même les mœurs des centaures. Mais ça on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Les concepteurs ont donc choisi de bien marquer la différence entre le visage des centaures et celui des humains. Leur visage est plus allongé, leur front est plus large, leurs joues, leurs mâchoires ainsi que leur nez sont plus plats et leurs yeux sont plus écartés. Ils ont aussi des oreilles pointues placées plus haut sur leur tête et la robe du cheval recouvre l'entièreté de la créature. Vous conviendrez qu'on est donc très loin de la vision simpliste consistant à coller un torse d'humain sur un corps de cheval. Vous n'avez rien à faire ici, centaure. C'est une affaire qui concerne le ministère. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, le centaure Firenze a été entièrement réalisé en images de synthèse. Je n'ai donc pas grand chose à dire de plus le concernant. Mais pour Harry Potter et l'ordre du Phénix, les concepteurs ont finalement choisi de créer 2 maquettes en taille réelle pour représenter les centaures Bane et Magorian, malgré le fait qu'ils ne soient pas nommés dans le film. L'intérêt de ces maquettes était d'une part de pouvoir les placer au sein du décor de la forêt interdite, pour donner un repère visuel aux acteurs et aussi pour trouver les bons éclairages, et d'autre part de pouvoir les scanner pour les animer par la suite en images de synthèse. Mais vous n'imaginez pas l'ingéniosité dont les concepteurs ont fait preuve pour donner vie à ces créatures de la manière la plus réaliste qui soit. Le plus impressionnant selon moi, c'est la conception de la robe des centaures. Pour la réaliser, les maquettes ont en fait été floquées. Il s'agit d'un procédé laborieux qui consiste à recouvrir entièrement la maquette de colle pour ensuite lui envoyer une charge d'électricité statique avant de fixer les poils chargés d'un courant opposé, ce qui leur permet de conserver un aspect hirsute qui fait donc beaucoup plus naturel. Les poils doivent ensuite être peignés dans la direction voulue en moins de 40 minutes, avant que la colle ne sèche. Si jamais on dépasse les 40 minutes et que la colle sèche avant d'avoir terminé, il faut absolument tout recommencer depuis le début. Il aura donc fallu pas moins de 6 personnes et de nombreux essais avant d'obtenir le résultat désiré. Les crins ont été implantés un par un et à la main avant d'être peints par la suite au pistolet. Et vous commencez à me connaître, j'aime bien savoir le temps nécessaire pour réaliser de telles merveilles. Je peux donc vous dire que la conception de ces 2 seules maquettes aura monopolisé plus de 40 personnes sur une durée de 8 mois. Et c'est fou de se dire qu'il aura fallu tant de travail pour des créatures qui n'apparaissent finalement que quelques minutes à l'écran. Une carcérème. Mais le travail des concepteurs ne s'arrête pas là. Pour cette scène en particulier par exemple, quand Dolores Ombrage lance un sort d'Incarcérem au centaure Bane et qu'une corde apparaît pour l'étrangler, les concepteurs se sont demandé comment un centaure était censé réagir. Car dans une telle situation, l'homme et le cheval ont des réactions bien différentes. Là où en cas d'étranglement un humain aura tendance à sursauter, puis à se redresser pour tenter de se dégager, un cheval lui aura plutôt tendance à se baisser pour tenter de se protéger. Ainsi la réaction du centaure est un mélange de ces 2 instincts. Eh bien c'est tout ce que j'avais à vous dire au sujet de la conception des centaures pour le cinéma. Quoique je ne l'ai pas encore précisé, mais les concepteurs n'ont pas choisi n'importe quel cheval pour la robe des centaures. En effet, ils se sont inspirés du pur sang. Bref, j'espère que cette partie vous a intéressé autant qu'elle m'a moi-même intéressé, car il est maintenant temps de passer à la deuxième partie de cette vidéo pour parler plus en détail des centaures dans le monde de la magie. Je vous préviens, selon la loi, les créatures ayant une intelligence presque humaine sont considérées
Comment osez-vous? Espèce de sale hybride! Souvenez-vous, dans l'épisode consacré aux gobelins, je vous avais expliqué qu'à partir du XIVe siècle, les sorciers ont commencé à classer les créatures magiques en distinguant les êtres des animaux. Les gobelins, qui avaient été classés dans la catégorie des êtres, s'étaient battus pour que d'autres créatures, comme les trolls par exemple, profitent du même statut. Mais c'est tout l'inverse qui s'est passé pour les centaures. Malgré une intelligence similaire à celle des humains, et le fait qu'ils soient doués de parole, les centaures ont refusé d'être classés dans la catégorie des êtres. C'est donc à leur demande qu'ils ont été classés dans la catégorie des animaux. Les mœurs des centaures sont très éloignées des mœurs des sorciers, ils vivent en pleine nature, refusent de porter des vêtements et évitent tout contact avec les sorciers. Le rapport à la nature est primordial dans leur culture et c'est donc une grande fierté pour eux de faire partie du monde animal. Et ils ne voulaient surtout pas partager le statut d'être avec des créatures comme les harpies ou les vampires, qu'ils considèrent comme maléfiques. Tuer une licorne est un acte abominable. Boire du sang de licorne permet de survivre même si on est sur le point de mourir. Mais le prix à payer est terrible. Malgré ça, c'est très tôt que le ministère de la Magie a affirmé que les centaures devaient être traités avec un très grand respect. De ce fait, des territoires forestiers inconnus des Moldus ont été attribués aux centaures, afin qu'ils puissent vivre en toute tranquillité. Il y a par exemple une colonie de centaures qui vit dans la forêt interdite de Poudlard. Ils ne sont pas franchement amicaux envers les sorciers, mais ils ne s'en prennent jamais aux élèves, qu'ils surnomment les poulains. S'ils ont toléré Hagrid pendant de nombreuses années, eh bien les choses ont changé au fur et à mesure que le ministère s'est mis à faire n'importe quoi avec les centaures. En effet, il semblerait que le ministère de la Magie ait oublié que les centaures devaient être traités avec respect, car il s'est mis à réduire progressivement leur territoire sans vraiment de raison valable, et surtout sans les concerter au préalable. Les centaures ont donc de moins en moins d'espace pour vivre à l'abri du monde des sorciers, ce qui n'a pas manqué d'attiser leur colère tout en compliquant davantage des relations déjà tendues entre les deux communautés. La caractéristique principale des centaures, c'est le fait qu'ils semblent lire l'avenir dans les planètes. Cependant, ils refusent catégoriquement d'intervenir pour tenter de changer ce qu'ils voient dans les astres. C'est Hagrid qui dira à juste titre qu'il est impossible d'obtenir une réponse claire de la part d'un centaure, car rien ne semble les intéresser si ça ne se passe pas au moins sur la Lune. En effet, les centaures estiment qu'ils doivent se soumettre au destin qu'ils devinent en lisant les astres et surtout ne jamais tenter de s'y opposer. On est donc face à une espèce qu'on pourrait considérer comme fataliste. On peut tout de même noter que Firenze acceptera de devenir professeur de divination à Poudlard, ce qui fera d'ailleurs de lui le seul professeur connu non humain. Firenze est un centaure qui ne se plie pas toujours à la tradition, contrairement aux autres membres de son espèce. Le fait qu'il accepte de travailler avec les sorciers entraînera donc son bannissement. Il sera alors frappé à la poitrine par un autre centaure, ce qui lui laissera une ecchymose en forme de sabot sur le torse, comme pour marquer la honte qu'il aurait provoquée sur son clan. Dans l'atrium du ministère de la Magie, il existe une immense sculpture en or qui représente un couple de sorciers, un centaure, un gobelin et un elfe de maison. Il s'agit de la fontaine de la fraternité magique, censée représenter l'harmonie entre ces espèces qui partagent une histoire commune, formant ainsi la communauté magique de Grande-Bretagne. Mais avec le temps, cette sculpture est surtout devenue une représentation de l'hypocrisie du ministère, car si vous observez cette sculpture avec attention, vous constaterez aisément que les statues du couple de sorciers sont bien plus imposantes que celles des autres créatures. Et pour couronner le tout, on a l'impression que le centaure, le gobelin et l'elfe de maison admirent les deux sorciers. Or, quand on connaît ne serait-ce qu'un peu les gobelins et les centaures, ce qui est maintenant votre cas, on sait qu'il n'y a aucune raison qui justifierait qu'un centaure ou même un gobelin admire un sorcier. Derrière cette hypocrisie d'une soi-disant fraternité, se cache simplement la volonté du ministère d'imposer la supériorité des sorciers sur les autres espèces. Potter, faites quelque chose! Dites-leur que je ne leur fais aucun mal! Désolé, professeur, mais je ne dois pas mentir. Je trouve qu'il est fort dommage que les centaures n'aient pas été davantage représentés dans les films. Dans mon souvenir, les cours de divination de Firenze étaient particulièrement intéressants et bénéficiaient d'une atmosphère mystique qui aurait vraiment mérité d'être montrée à l'écran. On peut aussi noter que les centaures de la forêt interdite ont participé à la bataille contre Lord Voldemort, et que suite à ça, Firenze a pu réintégrer son clan. Bref, vous l'aurez compris, les centaures sont des créatures fascinantes. Il ne faut pas oublier que dans Harry Potter, la multitude d'espèces intelligentes existantes est en fait là pour servir une certaine satire du racisme en général. L'hypocrisie de la fontaine de la fraternité magique en étant la parfaite représentation. Je trouve juste dommage que cet aspect des livres n'ait pas été davantage porté par les films, qui perdent au passage une partie du message de J.K. Rowling. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est maintenant temps de laisser repartir les centaures dans leur forêt, loin de l'injustice et de la violence d'un monde qu'ils préfèrent observer de loin. C'est ici que je te quitte.
Tu es en sécurité à présent. Bonne chance. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et aussi à activer la cloche pour être tenu au courant de chaque nouvelle vidéo. Je vous rappelle qu'en cette période de Noël, vous pouvez aussi soutenir la chaîne soit en faisant un don sur Tipeee, soit en regardant quelques publicités sur Utip. Je vous ai mis tous les liens dans la description et pareil pour Twitter, Facebook et Instagram. Sur ce, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires et je vous dis à très bientôt sur la chaîne SciPlay.